Salut les photographes, aujourd'hui je vous présente le test complet du Tamron 100-400 mm, donc un bon gros téléobjectif, suffisamment transportable quand même pour pouvoir être transportable, mais suffisamment puissant et avec une suffisante plage focale on va dire, pour pouvoir faire des photos de très loin ou des gros plans d'animaux etc. Donc on va explorer tout ça, on va aller voir en détail le piqué, le bokeh, l'autofocus, la stabilisation, on va tout regarder dans cette vidéo, c'est parti. Alors, premièrement, on va regarder un petit peu la description complète. Donc, c'est le 100-400 mm. Ça, c'est la focale. Ça va de 100 mm à 400 mm. F 4.5, 6.3. Ce qui veut dire que quand on est à 100 mm, on peut aller jusqu'à une ouverture de 4,5. Et quand on est à 400 mm, on est à 6.3. Alors, dès qu'on zoome un petit peu, on passe très vite à F5, et puis ensuite F5.6, puis ensuite 6.3. Et son petit nom, c'est DI-VC-USD. Alors, on va revenir là-dessus. Dans la terminologie Tamron, DI, il s'agit des objectifs qui peuvent s'adapter à la fois sur les APS-C et sur les pleins formats. Gardez bien en tête que le test qu'on fait aujourd'hui, c'est sur un APS-C. Donc sur le plein format, il se peut que ce soit un petit peu différent, notamment sur les bords de l'image. VC, ça veut dire Vibration Compensation, ça veut dire compensation des vibrations, donc c'est la stabilisation de l'objectif, il est stabilisé et on en reparlera bien sûr. Et puis USD, c'est Ultrasonic Silent Drive, donc c'est le moteur d'autofocus qui est silencieux et ultrasonique. Voilà, donc a priori on peut s'attendre à des vitesses au-delà de la vitesse du son. Incroyable. Alors, mes premières impressions. Alors, je n'ai pas précisé, hein, mais cet objectif m'a été prêté par Tamron pour le tester. Donc, c'est comme n'importe quelle pré-presse, hein, comme quand ils envoient à différents magazines. Voilà, ça faisait un long moment que je leur demandais de me le prêter, notamment pour pouvoir le comparer avec le Sigma. On y reviendra en fin de vidéo. Et voilà, enfin, ils ont eu une disponibilité, donc ils ont pu me l'envoyer. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je suis libre de dire tout ce que je veux, comme dans tous mes tests. Donc, mes premières impressions, eh ben, on a un bon bestiau. C'est solide, c'est costaud. Comme tout le temps maintenant chez Tamron, on a une belle bague métal derrière avec des petits joints d'étanchéité donc qui rendent l'objectif plus ou moins tropicalisé, mais voilà, en tout cas ils font ce qu'il faut de ce côté-là. On a une belle lentille frontale, je ne sais plus quel est le diamètre, je crois que c'est 67 mm si je dis pas de bêtises, mais c'est pas marqué dessus en fait, mais si c'est 67 mm, voilà. Et puis, donc, on a une bague ici pour zoomer. Donc, une fois qu'il est complètement étendu, c'est grand comme ça. Et si en plus, on vient mettre le pare-soleil par-dessus, on a vraiment un bon gros bestiau. On a une petite bague qui permet de bloquer à 100 mm pour pas que ça descende tout seul. On ne peut pas bloquer à d'autres focales. Donc, ce n'est pas un truc qui est fait pour sélectionner une focale, c'est juste fait pour éviter à l'objectif de se détendre. Et puis ensuite, on a deux petits boutons ici. Donc, on en a un pour l'autofocus. Donc, on a un AF complet, AF limité pour éviter d'avoir à trop chercher. Et puis, focus manuel. Et puis ensuite, sur la stabilisation, on a un mode 2 qui est enfin, on a un mode 1 qui est le mode général, on va dire, le mode 2 qui est le mode filet, suivi horizontal d'un sujet, et puis le mode off si on veut enlever la stabilisation. Et puis vous voyez ici que j'ai un petit collier de pied. Alors il n'est pas livré par défaut avec, mais on a la possibilité de l'acheter à côté et de venir le rajouter. Et ça c'est un gros avantage par rapport au Sigma en particulier. Mais on reviendra aussi là-dessus pour savoir si c'est vraiment indispensable ou pas. Donc voilà, la qualité de construction est bonne, la bague de mise au point est très souple aussi. Donc voilà, c'est de la bonne construction by Tamron, donc pas de souci de ce côté-là. Et en termes de dimension et de poids, on a un objectif qui pèse 1,135 kg, donc c'est tout à fait standard par rapport aux autres objectifs de cette catégorie-là, et qui mesure en 86 mm de diamètre et 199 mm de longueur. Donc il est un petit peu plus long que l'objectif Sigma, par exemple 2 cm de plus. Alors à quoi on va utiliser un gros bestiau comme ça? Alors essentiellement pour deux types de photographies. Pour de l'animalier, c'est un objectif qu'on va pouvoir facilement transporter sur le terrain. Alors c'est un objectif qu'on peut emmener dans son sac et on peut se balader avec. Donc comme je l'avais déjà dit pour d'autres objectifs de ce type-là, c'est bien pour la bee-boat, c'est-à-dire voilà, j'aime l'animalier mais j'aime me balader dans la forêt, j'aime essayer de tomber sur des animaux un petit peu par hasard. C'est ma façon d'aimer l'animalier. Dans ce cas-là, c'est un objectif qui est plutôt pas mal. Si ce que j'aime, c'est plutôt aller dans un affût, me planquer, attendre des heures, etc., ça peut être intéressant d'avoir des objectifs un peu plus lumineux, mais du coup qui seront plus lourds, plus gros et moins transportables. Donc ça dépend vraiment de votre pratique.
Moi personnellement, ma pratique, c'est plutôt de la randonnée, donc nature, randonnée en montagne avec des sacs avec plein d'autres affaires que juste des affaires photos. Et j'aime malgré tout prendre des photos des marmottes, des chamois, des animaux qui se présentent. Donc pour moi, ça c'est vraiment le bon compromis. Là où un 156-100 va être trop grand, trop lourd, là on a vraiment la bonne taille, quoi. Donc pour ce type d'animalier, c'est parfait. Et puis donc on va regarder pour l'animalier les différentes caractéristiques qui sont spécifiques à cet usage, c'est-à-dire l'autofocus, la stabilisation, le bokeh et puis l'application en proxy photo. Est-ce qu'on peut prendre en photo des petits animaux de pas très loin? Voilà, on va regarder ça aussi. Ensuite, deuxième application que je vais regarder, c'est pour la photo de paysage, parce que vous le savez, c'est mon dada la photo de paysage. Donc en gros, on va regarder comment il se comporte en termes de piqué, et puis on va regarder aussi sur un trépied, comment il se comporte, est-ce que ça se met bien sur un trépied, notamment grâce à ça. Voilà, et donc on va regarder ça rapidement. Alors, en termes de piqué, je ne vais pas passer par quatre chemins, il est excellent. En tout cas, monté sur un APS-C, encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes parce que quelque part, on accède, comme c'est fait pour les pleins formats, sur l'APS-C, on va utiliser que la partie centrale des lentilles, qui est en général la meilleure partie. Mais au moins, en tout cas, la partie centrale des lentilles est assez bonne, enfin, voire exceptionnelle, en fait. J'ai pour moi trouvé vraiment aucun défaut sur toutes les photos que j'ai prises, mis à part peut-être si on chipote à 400 mm à f6.3, donc à l'ouverture maximale à 400 mm, où c'était un tout petit peu plus mou que sur tout le reste, mais en gros, je qualifierais le piqué à 400 mm f6.3 de très très bon, plutôt que de le qualifier de excellent. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc très franchement, j'aurais aucun souci à prendre des photos à 400 mm 6.3 avec cet objectif-là. Je sais que mes photos ressortiront vraiment superbes. Donc voilà, aucun souci de ce côté-là, tant pour l'animalier que pour le paysage. Vraiment, c'est un régal en termes de qualité optique. Voilà, au même niveau que le Sigma à mon sens. Par rapport au 55-250 que j'utilisais jusqu'à présent, donc vous voyez que ce n'est pas le même gabarit. Après, celui-là, c'est que pour les APS-C, donc vous ne pourrez pas passer sur du plein format et garder le même objectif ensuite. Mais c'est assez intéressant quand même de comparer en termes de qualité optique. On voit vraiment très fortement la différence. J'ai toujours été plutôt content de cet objectif-là, jusqu'à, on va dire, 1 an à peu près. Au moment où j'ai commencé à faire beaucoup de photos de paysage au téléobjectif, et vous savez, les photos de paysage, on se concentre sur, enfin on regarde le piqué sur toute la photo. Là où sur des photos d'animalier, souvent on va se concentrer plutôt sur le centre de la photo, ou en tout cas là où il y a l'animal, mais rarement sur les bords et les extrêmes. Et donc j'étais plutôt satisfait de cet objectif-là. Mais dès que j'ai commencé à faire du paysage, je me suis rendu compte qu'il y avait des parties qui étaient complètement molles sur une photo là où d'autres étaient piquées. C'était pas homogène selon les paramètres qu'on réglait, etc. Donc je commence à ne plus vraiment être satisfait de cet objectif-là. Mais c'est moi personnellement, comme je vous dis, j'ai fait énormément de photos que je trouve super belles avec cet objectif, donc voilà. Mais c'est pour ça que je commençais à regarder les alternatives et notamment tester le Sigma et Tamron qui pour moi sont les bonnes dimensions. C'est vraiment ce que je recherche comme type d'objectif. Et donc voilà, pour moi c'est intéressant de pouvoir comparer les deux. Donc je vous montre un petit peu quelques exemples de comparaison pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée de l'écart qualitatif qu'il peut y avoir entre ces deux types d'objectifs. En termes de bokeh, là aussi, très très bon. Je vous montre quelques photos. L'arrière-plan est bien doux, bien propre. Enfin, voilà, vraiment aucun souci de ce côté-là. C'est important, hein, notamment pour les photos animalières et les photos de proxy, c'est important d'avoir un bokeh bien doux, un arrière-plan bien doux, parce que ça met en valeur votre sujet. Et là, encore une fois, comme le Sigma, je compare beaucoup au Sigma parce que je l'ai testé aussi. Il existe aussi des versions Canon et Nikon de 100-400. Enfin, Canon c'est sûr, Nikon je ne suis pas sûr. Que j'ai pas pu tester encore. Mais dans tous les cas, le bokeh est vraiment magnifique sur cet objectif aussi. Donc là aussi, match nul. En termes d'autofocus, il est très impressionnant. Très impressionnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on appuie sur le bouton, ça fait de l'autofocus à toute vitesse. C'est vraiment très rapide. Plus rapide que sur le Sigma, à mon sens. Hein, j'ai pas pu comparer les deux l'un à côté de l'autre. Mais à mon sens, c'était plus rapide que le Sigma. Vous pouvez être tout en bout de votre bague de mise au point et vous appuyez et vous faites votre mise au point et d'un coup ça se met au bon endroit à toute vitesse. Donc ça c'est vraiment très impressionnant. Il est très précis, c'est-à-dire qu'il va très rarement ensuite rechercher et aller un petit peu trop loin et revenir, etc. Donc très rapide, très précis, ultra silencieux. Donc pour moi c'est vraiment l'autofocus parfait. Un petit truc à noter quand même, là aussi où c'est une différence avec le Sigma, c'est que celui-là, il va faire sa mise au point en sautant d'un truc à l'autre.
Donc par exemple, si jamais je suis sur un paysage et que je passe du premier plan au plan moyen à l'arrière-plan, il va en général faire une bonne mise au point, puis ensuite on monte, il ne change pas, et d'un coup, plouc, il repasse, puis ensuite on monte et touc, il repasse. Et donc il va plutôt fonctionner par petits sauts successifs, ce qui n'est pas spécialement gênant, je pense, même pour l'animalier, à part peut-être pour les photos d'oiseaux, où là vous avez vraiment un mouvement très très continu vers vous, mais je pense que pour la plupart des animaux, c'est vraiment pas un souci, et le fait qu'il soit ultra rapide, c'est quand même un gros avantage. Mais pour vous donner un petit peu une idée, j'ai demandé à mon fiston de courir vers moi le plus vite possible, et j'ai 80% des photos qui sont nettes, donc voilà, il n'y a pas de souci, il arrive à suivre un sujet, c'est juste que c'est plutôt par saut, là où le Sigma est un peu plus progressif, mais du coup un petit peu plus lent. Donc voilà, à vous de voir le style que vous préférez. Mais dans les deux cas, c'est des autofocus qui sont vraiment, vraiment excellents, donc aucun souci là-dessus. Si, petit truc quand même, j'ai dû faire des micro-réglages sur mon boîtier. J'ai fait quelques photos au début où l'oiseau me paraissait pas parfaitement net. Et donc du coup, comme j'avais fait ensuite mes photos tests de paysage, où là les photos étaient toutes parfaitement nettes, la mise au point était impeccable, mais je le fais en général en utilisant le Live View, ce qui fait que ce n'est pas le même mode d'autofocus. Je me suis dit qu'il y avait sûrement des micro-réglages à faire. Donc du coup, je les ai fait hier soir et effectivement, il y avait des micro-réglages assez importants à faire. Donc à noter, si jamais vous constatez qu'il y a des petits défauts de mise au point, il y a peut-être des micro-réglages à faire, soit avec le dock, soit dans votre boîtier. Moi, j'ai fait dans mon boîtier pour compenser les soucis d'autofocus et je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. La stabilisation, comme toujours chez Tamron, c'est au top. J'ai l'impression que tout est au top dans ce test, mais c'est un peu le cas. Et comme toujours chez Tamron, c'est un petit peu différent de chez Sigma. Chez Sigma, on a l'impression que ça tremble un petit peu dans le viseur et au moment où on prend la photo est globalement plutôt bien stabilisée en fait. Chez Tamron, quand on appuie à mi-course ou quand on appuie sur le bouton iPhone, d'un seul coup tout se fige et tout se stabilise et c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup la stabilisation de chez Tamron parce que ça permet de très très bien composer sa scène en fait beaucoup plus parce qu'on tremble beaucoup moins et c'est assez impressionnant. Après en termes de résultats, on est aux alentours de 2 stops de stabilisation, ce qui veut dire que si vous mettez, alors moi je suis mis à 400 mm sur mon APS-C, donc ça veut dire que normalement j'étais censé prendre des photos à 1/600e de seconde, même 1/640e de seconde, et j'ai réussi à avoir des photos jusqu'à 1/100e de seconde à 400 mm. Sur 10 photos, j'en avais 3 qui étaient très bien, qui étaient parfaitement mises au point. Donc voilà, pour moi c'est ça une bonne stabilisation. Et puis les deux modes de stabilisation, eux, alors le mode normal, lui, en général, me donne plus de photos correctes. C'est-à-dire que sur mes 10 photos que j'ai faites à 1/100e de seconde, j'en avais peut-être 8 ou 9 où je me dis, elles sont acceptables. Et après, en regardant dans le détail, il y en avait 3 qui étaient vraiment bien et les autres qui étaient juste un petit peu tremblotantes, mais franchement acceptables. Alors que quand on se met en mode filet, c'est assez différent. On a à peu près le même résultat. J'en avais 3 qui étaient très bien et j'en avais 7 qui étaient vraiment toutes pourries. Donc en fait en mode filet, c'est vraiment du tout blanc ou tout noir. Donc à vous de voir. Mais je trouve ça plutôt intéressant le mode filet parce que quelque part si on fait beaucoup de photos en rafale, c'est plus facile à trier après parce que quand on va sur l'ordi, c'est plus facile de voir celles qui sont mauvaises et du coup de garder les bonnes. Donc je ne sais pas vraiment quel mode j'utiliserai, mais peut-être plus le mode filet finalement. Parce que les résultats sont à peu près similaires. J'ai pas eu plus de déchets avec ce mode-là qu'avec l'autre. Après ça dépend. Si vous êtes dans une situation où vous vous dites j'ai que 1 ou 2 chances d'avoir la photo et c'est pas grave si elle n'est pas parfaite, vaut peut-être mieux se mettre dans le mode normal quand même. Alors en termes d'encombrement, je vais le monter sur un boîtier pour vous montrer. Alors je vais le monter sur le 1100D parce que mon 70D c'est celui qui tourne là. Donc attendez-vous quand même à quelque chose d'un petit peu déséquilibré. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc c'est quand même un beau bestiau et puis là je ne l'ai pas agrandi, là je l'agrandis et je peux mettre encore le pare-soleil par-dessus. Donc c'est quand même un beau bestiau. On va arriver maintenant sur la question du pied de collier là, qui franchement n'est pas indispensable. C'est-à-dire, je peux tout à fait prendre mes photos comme ça, j'aurais pas de mal à me mettre sur le trépied là-dessus et à prendre mes photos comme ça. Je pense qu'à 1,1 kg, on est vraiment à la limite de... ça passe encore. Si ça passe à 1,5 kg, il faut forcément un collier. Donc là, on est un petit peu entre les deux. Je pense que ça passe sans trop de soucis. Vous n'allez pas déboîter votre appareil photo si vous n'avez pas de pied de collier. Par contre, ça a quand même certains avantages. Premier avantage que j'ai constaté, c'est que quand on monte ça sur le trépied, on est beaucoup plus équilibré. Là, je tiens presque plus. Hein. On est beaucoup plus équilibré. Et donc, du coup, le trépied se stabilise beaucoup plus facilement. Quand on est là-dessus, on est très déséquilibré et donc un petit coup de vent et ça se met d'un seul coup à trembler un peu.
Donc ça, c'est un premier avantage, même pour la photo de paysage, je trouve, d'avoir ça. Et le deuxième avantage, c'est vraiment une question de prise en main. C'est-à-dire que comme c'est lourd, très souvent, se mettre comme ça, on tremble un petit peu. Pouvoir le prendre là comme ça, c'est très agréable, c'est très pratique. De la même manière, en vertical, on peut s'amuser à le prendre comme ça. Ça fait un petit peu mitraillette. Mais on peut aussi d'ailleurs dévisser ici. Et puis tourner, on a des petits repères sur l'objectif ici, des petits points blancs. On aligne les deux petits points blancs. Et là, quand je les ai alignés, hop, je suis parfait pour prendre mes photos à la verticale. Et j'ai bien mon pied en dessous. Et là, on est vraiment bien stable. Ça aide à stabiliser en fait d'avoir ce pied-là. Donc c'est un vrai avantage d'avoir ce petit collier de pied. Je ne pense pas indispensable encore une fois pour la monture de votre appareil. Mais pour la praticité, c'est plutôt pas mal quand même. Et je vous dis, on stabilise un peu mieux sur un trépied. Alors, quelle place ça prend dans un sac photo? Alors, moi, c'est mon petit sac photo, vous savez que j'emmène en rando avec moi. J'ai toujours pas trouvé mieux que ça. Si je le mets sur la poche sur le côté comme ça, vous voyez que ça dépasse un petit peu. On peut techniquement le fermer, comme ça, mais je ne vais pas pouvoir zipper. Je ne vais pas pouvoir fermer ici avec la zippette, parce qu'il est un tout petit peu trop grand. C'est là que les 2 cm font la différence. Le Sigma, par exemple, qui fait juste 2 cm de moins, je pouvais le fermer et le zipper. Donc voilà, c'est à vous de voir vraiment par rapport à votre matériel, mais ça rentre dans la plupart des sacs photos. C'est pas comme un 150-600 qui en général vous demande soit un énorme sac, soit de le porter à côté. Là, ça rentre vraiment sans trop de soucis dans la plupart des sacs photos. Mais dans mon cas particulier, c'est un objectif qui est un poil trop grand. Et ensuite, en termes de compromis, je vous en ai déjà parlé, c'est un bon compromis, je trouve, entre des ouvertures. Alors, ce pas des ouvertures transcendantes, hein, vous n'avez pas un 2.8 ou un f4. Donc, sauf si, voilà, si vous faites des photos vraiment dans l'ombre, très sombre, etc., ça peut être pénalisant. Mais c'est un bon compromis pour ceux qui font de l'animalier. Comme je vous disais, en billboard ou comme moi, de façon assez, on va dire, occasionnelle, mais vous voulez quand même avoir un bon objectif. Mais pas grave si on monte un petit peu dans les ISO ou si vous avez un boîtier qui monte bien dans les ISO, c'est pas un gros souci de ne pas avoir une ouverture immense. Donc voilà, pour moi en tout cas, pour ceux qui se baladent et qui marchent beaucoup, c'est un bon compromis. Niveau rapport qualité-prix, on s'approche de la fin de la vidéo. Alors, on a une optique qui est au top. Très franchement, pour la PSC, c'est vraiment au top. C'est hyper qualitatif. Comme le Sigma, je vous dis, c'est très très similaire au Sigma. C'est difficile de choisir un gagnant entre les deux, sur la qualité optique en tout cas. Il est transportable. Hein. Je ne dis pas que c'est un truc ultra portable, mais c'est transportable, on peut se balader avec. Et en termes de tarifs, on n'est pas si cher que ça. On est sur un objectif qui coûte 740 €. Sans la bague. Hein. La bague, il faut rajouter un petit peu de sous en plus, je crois que c'est une centaine d'euros en plus. Du coup, si on rajoute la bague, on arrive à peu près au même prix que le Sigma. En tout cas, aujourd'hui, hein, les prix évoluent. Mais c'est pas dément comme prix, je trouve. Donc voilà, c'est pour la qualité qu'on a, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Voilà, un superbe objectif, bien construit, qui peut aller sur plein format ensuite aussi. Donc ça vous permettra d'évoluer sans changer vos objectifs. Donc c'est vraiment très très bien. Alors face à la concurrence, comme je vous ai dit, face au Canon, Nikon, j'ai pas vraiment pu comparer, mais eux ils sont un peu plus chers. On va les trouver dans les 1000-1200 €, les Canon et Nikon, s'il y en a un Nikon. Par rapport au Sigma, j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, mais c'est normal, j'ai ça en tête et je pense que beaucoup d'entre vous vont se poser la question, quel 100-400 je vais prendre? Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire quelque part, j'ai presque pas envie de tester le Canon ou le Nikon parce que, sachant qu'ils sont plus chers, je vois mal comment ils pourraient battre ces deux-là. Parce qu'ils sont déjà quasi parfaits en fait, le Sigma et le Tamron, donc pour moi pas tellement d'intérêt d'aller dans les objectifs des grosses marques. Ensuite, entre cet objectif-là et un 150-600 par exemple, là c'est vraiment à vous de voir. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir 200 mm de focale en plus? Et si c'est le cas, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un objectif qui pèse quasiment le double, qui est plus large, plus long? Voilà, qui va vous provoquer beaucoup plus d'encombrement, que vous ne pourrez pas emmener partout, que vous ne pourrez pas mettre dans tous vos sacs photos. Donc c'est vraiment à vous de voir, ça dépend de votre pratique de la photo. Si votre pratique c'est je fais que de l'animalier et à chaque fois que je sors, je m'en fiche du poids que je prends, partez plutôt sur un 150-600 ou sur un 400 mm f4 ou 300 mm f4, enfin voilà, des focales fixes. Partez sur des gros objectifs si ça ne vous pose pas de problème, c'est ce qui va être le plus qualitatif et surtout qui va vous aider à prendre le plus de photos en basse lumière. Mais pour moi, on est vraiment sur un excellent compromis, comme je vous ai dit depuis le début. En tout cas, moi, c'est la gamme qui m'intéresse et que je recherche. Par rapport à un 70-300, les 70-300 sont, alors plutôt pour APS-C,
Hein, donc là, on est plutôt sur la question de si j'ai un boîtier APS-C et que je ne compte pas changer et passer sur du plein format, est-ce que j'ai intérêt à partir sur une grosse bête comme ça? Le 70-300 va être plus portable. Alors, c'est peut-être pas autant qu'un 55-250, mais il va être beaucoup plus portable et beaucoup plus léger. Donc, vous allez encore gagner en poids. Donc ça peut être un avantage. Après, c'est vrai que les 70-300, en général, ont pas la qualité optique de ceux-là. Si vous prenez les dernières versions des 70-300 qui sont stabilisées, prenez toujours des objectifs stabilisés pour les téléobjectifs quand même, vous pouvez avoir des trucs quand même plutôt qualitatifs, mais qui arriveront pas à ce niveau-là en termes de piqué, de qualité optique, voilà. Maintenant, comme je vous disais, on peut être tout à fait satisfait. Moi, le 55-250, je le recommande encore à plein de gens parce que c'est un très bel objectif, et les 70-300 aussi. Si c'est un objectif que vous utilisez occasionnellement, il n'y a pas besoin de dépenser 750 € pour un objectif. Maintenant, si c'est un objectif que vous utilisez beaucoup et que vous êtes prêt à investir un petit peu de sous, pour moi, les 100-400 Sigma Tamron, c'est top. Après, à vous de voir justement si pour vous, ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir un collier de pied, parce que le Sigma ne le propose pas et ne le proposera pas, parce qu'il n'y a pas l'emplacement pour le mettre de toute façon. C'est plus important pour vous d'avoir un collier de pied, si c'est plus important pour vous en termes d'autofocus, comme je vous ai dit, il y a des petites différences entre un qui est très très rapide mais qui fait des petits sauts, et un qui est plus continu mais qui est plus lent. Et puis la question de l'épaisseur, enfin de la taille de l'objectif. Voilà, je sais qu'il y a énormément de personnes, enfin voilà, beaucoup de gens qui hésitent. La plupart des gens qui hésitent en général finissent par acheter le Tamron pour le collier de pied. Voilà, moi je vous dis c'est pas indispensable, mais ça a des avantages. Moi perso, si je devais choisir entre les deux, je pense que je partirais sur le Sigma uniquement pour les 2 cm de moins. C'est des petits détails parfois, mais 2 cm de moins, je sais que je peux l'emmener en randonnée partout avec moi dans ce petit sac, que je peux fermer mon sac quand il se met à pleuvoir. Et bah, ça a l'air de rien, ça compte vachement pour moi. Donc c'est voilà, chacun selon ses propres besoins. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé dans votre décision. En tout cas, je vous dis, vous ne pouvez pas vous tromper entre les deux. Et donc, je vous souhaite de faire des super belles photos. Et si vous prenez ce Tamron, bah, n'hésitez pas à passer dans les liens qui sont dans la description. Ça me permet de gagner un petit peu de sous, parce que je vous rappelle que ces vidéos-là ne sont pas sponsorisées. Et ça prend énormément de temps de faire tous ces tests. Donc voilà, les liens d'affiliation sont là pour ça, pour filer un petit coup de pouce à Amazon, Miss Numérique, Digiphoto, allez-y, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Et puis voilà, ça soutient la chaîne. Donc bah écoutez, bonne photo à toutes et à tous, et puis à bientôt. Ciao!